Sylvain Francisco à 3 points. Oh, c'est incroyable ce que nous fait Diao. Barbic, Kamagat, Bégarin, le petit jeu à 3 des espoirs parisiens. Décidément, la jeunesse prend le pouvoir à Paris. Oh, le gros contre de Gary Florimond. Valentin Chéry qui nous fait la totale sur cette action. It's cherry time. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Basketball on Air, votre émission consacrée au Paris Basketball. Aujourd'hui, pour notre 8e épisode, on va revenir sur les 3 derniers matchs à domicile du Paris Basket qui sont joués contre Nantes, contre Antibes et contre Lille, 3 équipes du top 8 et donc une série de matchs qui était très importante pour le club parisien. On va également vous proposer aujourd'hui un petit inédit, pas que d'ailleurs aujourd'hui parce que ça reviendra sur plusieurs émissions. Ce sera un reportage signé Antoine qui vous en parlera simplement un peu plus tout à l'heure. Mesdames, messieurs, on va pas perdre de temps, on va partir directement sur la présentation des hommes qui sont avec moi aujourd'hui et sur le contenu de notre émission. C'est parti. Yo yo yo, ici c'est ton book d'Andy-Gale pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Du coup, aujourd'hui, pour m'accompagner, on est 3 en tout. À ma droite, c'est Antoine, qui fait son retour depuis bien longtemps. Salut Flav, salut Lilian, salut à tous. Ouais, retour, très content d'être là. Alors, qu'est-ce que tu as pensé brièvement des 3 matchs en un mot, qu'est-ce que tu en as pensé? Encourageant. Encourageant. Et bah pourquoi pas. Et à ma gauche, Lilian, qui est habitué depuis quelques émissions avec nous. Salut Lilian. Salut Flavien, salut Antoine. Ouais, c'est ma deuxième de suite là, je crois bien. Donc je suis sur une petite série. Un peu comme le PB, je monte en puissance au fur et à mesure de la saison. Et toi, ton mot sur les 3 matchs qu'on a pu voir la semaine dernière? Je dirais monter en puissance. Bon, je vais être dur, du coup 3 mots, mais monter en puissance. Monter en puissance, eh bien, on va partir directement sans perdre de temps, je vous le disais. On a un programme chargé, on va partir pour vous parler des 3 matchs qui se sont déroulés la semaine passée. Mais avant, ce sera Lilian qui va vous faire un petit point classement de Pro B, parce que c'est quand même le plus important au final. On en parle tout de suite. Depuis notre dernière émission, le Paris Basketball a disputé pas moins de 3 rencontres en l'espace de 7 jours. Paris a débuté sa série victorieuse en étriant Nantes 88-63, Nantes, récent vainqueur de la Leaders Cup Pro B. Les Parisiens ont ensuite subi un coup d'arrêt face à Antibes, avant de fièrement relever la tête dimanche dernier en étriant Lille sur le score de 90-78. Fort de cette série victorieuse, les Parisiens continuent leur remontée au classement et pointent aujourd'hui à la 12e place du classement de Pro B, à égalité de bilan avec Fos-sur-Mer, actuellement 11e. Le Paris Basketball est à 2 victoires de la 8e place, actuellement détenue par Rouen. Devant, on retrouve toujours le même trio de tête avec Blois, Quimper et Nancy dans cet ordre. Derrière, Saint-Quentin et Poitiers ferment toujours la marche. Alors Paris qui, lors de notre dernière émission, était 14e. 3 matchs de championnat plus tard, les Parisiens sont désormais 12e. Messieurs, on va démarrer sans plus tarder sur le premier match, sur le match contre Nantes. Tu le disais Lilian, une victoire 88-63. Qu'est-ce que vous aviez pensé déjà de la prestation parisienne ce soir-là? C'est une prestation collective, comme souvent quand le PP gagne des matchs. C'est extrêmement positif. On voit le score, 88-63, donc une vraie démonstration offensive et défensive. Je retiens personnellement, c'est le show Bégarin, on va dire ça comme ça, qui a été assez efficace, qui a été très efficace, 13 points, athlétique, bon en transition, parce que c'est ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il sait très très bien faire. On le voit sur pas mal de vidéos, même là aux États-Unis où il était cette semaine. Et voilà, une belle victoire collective, ça shoot bien, ça se bat à l'intérieur et ça annihile une équipe de Nantes qui était quand même très attendue. Ouais, et puis, vas-y, je peux Lilian, mais... Pour souligner justement ce que tu disais sur l'aspect collectif, on retrouve 8 joueurs à au moins 8 points sur cette rencontre, ce qui n'est pas arrivé souvent pour le PB cette saison, avec un meilleur marqueur, Sylvain Francisco, à entre guillemets seulement 14 points. Donc véritablement, c'était une vraie victoire collective et c'est l'une des premières victoires de Paris où... Dès la mi-temps, le résultat était quasiment fait. Ouais. Nantes a rapidement abdiqué, même s'il y a eu les 14 points de Thibaut Deséné, qui a été, entre guillemets, le seul joueur de Nantes à pouvoir, surnager sur cette rencontre, qui a au moins essayé de tenir son équipe, mais ça n'a malheureusement pas suffi. Ouais, je le disais, Paris qui menait 49-32 à la mi-temps, donc qui avait déjà fait un sacré écart, et qui
pour la première fois, je pense, de la saison, a réussi à tenir cet écart. C'est ce qui arrive à point nommé au bout de la 19e journée, qui est un match maîtrisé de A à Z. Ouais, c'est ce qu'on pourrait craindre justement à la mi-temps, que Paris se relâche comme un peu dans tous ces derniers matchs, de faire une mi-temps à fond et d'un peu se relâcher ensuite. Et ça n'a pas été du tout le cas. Ils ont maintenu la tête de Nantes sous l'eau. Et donc voilà, notamment avec un secteur intérieur très important, 17 rebonds offensifs. Ouais. Ils ont complètement dominé la pâture nantaise, donc c'est un des gros points positifs de ce match. 42-32 en termes de rebonds globaux, c'est une belle domination. Ouais. À Paris qui avait donc, tu le disais Antoine, compté sur John Bégarin, qui n'a pas joué les deux matchs suivants, qui était aux États-Unis pour le All-Star Game de la NBA, était invité pour un camp d'entraînement, qu'on appelle camp de détection peut-être pas, d'entraînement, ouais. Voilà, qui s'appelle le Basketball Without Borders, quel anglais incroyable, et qui a fini dans l'équipe type de ce tournoi. Et lui, il avait été MVP de la version européenne l'été dernier, donc il fait partie des top prospects pour la draft 2021, mais ça on en reparlera dans quelques mois 2021. Encore. Exactement. Messieurs, est-ce qu'on passe au match d'après, sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur le match de Nantes? Non, pas spécialement. Non, franchement, non. On va poursuivre cette émission. On va partir sur la défaite, le point noir de cette semaine, avec la défaite contre Antibes 71-79. Vraiment pour le coup un coup d'arrêt pour les Parisiens qui étaient sur 2 victoires consécutives à ce moment-là. Un coup d'arrêt, mais comme le coach Pratt l'avait dit après le match contre Lille, parce qu'on n'avait pas pu trop le rencontrer, enfin discuter avec lui après le match contre Antibes, c'est pas un mauvais match des Parisiens, c'est juste que c'est un match extrêmement compliqué. Déjà il manque Bégarin, donc ta rotation est resserrée. Francisco il joue beaucoup, je sais plus si c'est 38 minutes ou quelque chose comme ça. Non, c'est sur le match d'après. C'est le match d'après ça. Francisco joue 27 minutes 27 sur le match là, contre mais la rotation elle est quand même beaucoup plus resserrée. Le contexte est assez chaud puisque Zaid Hurst il met 34 points. C'est que tout rentre en face. C'est vraiment pas une mauvaise prestation parisienne. C'est qu'en fait en face t'as une équipe qui est en feu. Tout rentre en face et tu parlais de Francisco. Francisco prend 3 fautes dans le deuxième quart-temps très très vite. Et la gestion du backcourt pour Jean-Christophe Pratt a été très compliquée à gérer sur ce match-là. Finalement, il termine à 4 fautes, mais il n'a pas été dans son match, Francisco, du tout. Et pour relativiser la défaite des Parisiens, il faut quand même dire que Antibes était sur une série de 10 victoires sur les 12 derniers matchs. Après un début de saison vraiment mitigé, ils remontent la pente depuis 2020. Et donc, on va dire, moi, le positif que je peux ressortir de cette rencontre, c'est que Paris, au final, est toujours resté dans le match. En début de saison, on aurait pu vite lâcher. Et offensivement, on n'était carrément pas dedans. On tire à 24% à 3 points. C'est vraiment très, très faible. Et avec un Nobel qui rentre aucun tir. Pareil pour Francisco, qui prenait des tirs très compliqués. Donc moi, j'ai trouvé positif que Paris reste dans le match grâce à sa défense. Et donc au final, Antibes, on a senti la supériorité d'Antibes, notamment dans le 4e quart-temps. Ça s'est ressenti, notamment avec, comme vous l'avez dit, un Hurst à 34 points, meilleure performance de la saison égalée avec un joueur de Blois. Donc, mais c'est une défaite, on va dire, qui pas encourageante non plus, mais c'était pas une défaite humiliante pour Paris. Alors moi, je me souviens en conférence de presse, les joueurs avaient dit qu'ils n'avaient pas respecté le plan de jeu. C'était Gauthier Denis qui était venu en conférence de presse après avoir inscrit 18 points à 6 sur 13 au tir. Mais il était très déçu de cette rencontre. Il pensait que Paris avait les moyens de revenir dans la partie. Très déçu et très fatigué aussi. Ce qu'il disait, match éprouvant athlétiquement. Très 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 éprouvant. Enfin, c'est une équipe qui descend de Jeep Elite, clairement, et qui jouait 2 jours après, ils ont joué la finale de Leaders Cup Pro B. C'est une équipe qui est rodée, c'est une équipe qui a des joueurs qui peuvent, qui ont le talent pour jouer en Jeep Elite sans problème. Et qui, au-delà de ça, avait réussi, au-delà de Zaiders et ses 34 points, s'était imposé aussi grâce à Ukic et Raposo, qui avaient été vraiment tous les deux aussi très importants dans la rotation, dans le 5 de départ des joueurs d'Antibes. Lilian, est-ce que tu aurais une chose à redire sur les performances collectives ou pas du tout? Non, je pense qu'on a tout dit sur Antibes. On peut passer sur peut-être la belle victoire de Lille. Ah oui, c'est une victoire que tu as pu commenter contre Lille. Une victoire 90-78. Alors Paris qui a réussi à réenchaîner, alors que c'est la seule équipe avec Antibes qui enchaînait 3 matchs en une semaine. Pour le coup, vraiment convaincante cette victoire. C'est un peu une rhétorique pour moi dans ce podcast, parce que je pense que
encore une fois, Paris a mal débuté la rencontre, plutôt avec un premier quart-temps très compliqué. On a essayé de beaucoup jouer à l'intérieur, de servir notamment Bougoulou ou Florimont. Et la défense de Lille était très pressante, avec notamment beaucoup de prises à 2 sur le porteur de balle. Et après avoir un peu laissé passer l'orage dans le premier quart-temps, Paris, justement, en abreuvant à l'intérieur, a ensuite pu se dégager des espaces sur les extérieurs. Et ça a notamment été... C'est la grande partie prenante de ce match, c'est que Paris a retrouvé son adresse extérieure et c'est ce qui a fait la différence. Mais c'est ce qui a fait la différence, tu le dis. Notamment, Valentin Chéry, qui était de retour de blessure, était titulaire au poste 4. On voit qu'il joue 5 minutes dès le début de match, ça marche pas trop. Paris et Lille se neutralisent. Le coach Prat décide de faire rentrer Dustin Sleva qui apporte du tir à 3 points et là la fête était lancée. Ouais, c'est ce qu'il disait, c'est le premier match vraiment de Dustin Sleva depuis son retour. Le premier match réussi à 100% parce qu'il s'était blessé à la malléole et il avait du mal à revenir. Ouais, c'est adroit, concentré en défense, aboyeur autour de ses coéquipiers avec le duo avec Francisco. On sent vraiment on sent qu'ils jouent ensemble depuis 2 ans maintenant dans cette jeune équipe. Et ça fait plaisir de voir une rotation vraiment, enfin, que tout le monde est concerné, que tout le monde peut performer. Ce soir, ça a été le match de Sleva comme un autre, enfin, le match de Sleva et de Francisco, parce que Francisco finit MVP quand même de la rencontre. Il est ultra complet. Mais ouais, c'est un schéma tactique et comme disait le coach, au final, quand ils ont attaqué les points sensibles de Lille, même tous leurs points positifs, et ils les ont taillés petit à petit. C'est comme ça qu'ils ont gagné. Ouais. Paris a construit même sa victoire dans la durée. Un peu, l'écart n'a pas été tout de suite en faveur des Parisiens, qui menaient déjà de 5 points à la mi-temps, mais qui ont petit à petit su grappiller des points et faire la différence. Ouais, Lille s'est accroché tout au long du match et Paris justement a réussi à garder cette constance et c'est ce qui est vraiment très intéressant. Et pour revenir sur Sleva, ce qui est également intéressant, c'est qu'il a rentré ses tirs extérieurs au début de match et après il a pris confiance. Il s'est mis à driver, il était très impactant au rebond aussi, ce qui n'est pas forcément son secteur de prédilection. Donc tout ça c'est très positif pour la fin de saison. Il nous a dit en sortie de match qu'il était content de son physique, qu'il se sentait de mieux en mieux, notamment au niveau de son pied justement, et il retrouve beaucoup plus d'explosité. Donc tout ça c'est positif. Paris retrouve peut-être un role player de luxe en Sleva. Et c'est que du bonus. Alors moi à titre personnel je pense que ce sera même un titulaire de choix hein. Dans les semaines à venir il va retrouver son poste qui était le sien la saison passée. Il était d'ailleurs titulaire sur les dernières rencontres, c'est juste que coach Prat avait décidé de tenter autre chose avec Valentin Chéry, ça n'avait pas marché, il a vite changé. Pas marché parce qu'il a des soucis physiques. Valentin Chéry qui souffre d'une tendinite et qui s'en remet plus ou moins bien depuis quelques semaines. Ça retente à chaque fois. Ouais. Exactement. Moi, ce que je voudrais souligner sur ces 3 matchs, c'est que Paris n'a pas encaissé 80 points sur les 3 matchs contre 3 équipes du top 8. Alors certes, Lille, grosse défense, mais Paris a fait, en tout cas le job, a du moins reconstruit son identité, retrouvé le basket qu'il voulait pratiquer en début de saison. Et je pense que c'est presque ça la plus grande réussite des dernières semaines. Ouais, parce que Paris avait souvent tendance à se décourager en défense lorsque ça n'allait pas forcément en attaque, et justement sur ces matchs là on a vu qu'ils sont restés dans le match par leur défense, même quand les tirs ne rentraient pas, tout le monde faisait le repli défensif, ça revenait en défense. Même Nobel Munkolo par exemple, c'est vraiment l'illustration de ça. Son match face à Antibes n'est vraiment pas bon d'un point de vue offensif, il n'arrive pas à rentrer un tir, il n'obtient pas de faute, mais il se bat en défense, il a un contre, une interception et plus globalement une très bonne défense sur le ballon. Donc c'est ce qui est très positif, c'est que maintenant les Parisiens ont l'air de s'être mis en tête qu'il fallait défendre de la première à la 40e minute, et c'est ce qu'ils ont plutôt bien fait sur les 3 dernières rencontres. Alors on va passer au focus. Je vous ai demandé, messieurs, de focaliser sur un joueur un joueur que vous avez choisi sur les 3 matchs, un joueur qui vous a plu peut-être, un joueur qui vous a déplu, un joueur qui a performé. On va commencer par toi, Lilian. Tu as choisi Sylvain Francisco, je te laisse nous dire pourquoi. Sylvain Francisco, j'allais pas forcément partir sur lui, mais c'est son dernier match qui m'a vraiment convaincu. On a vu tout ce que Sylvain Francisco pouvait apporter, et également ce qui était un peu ses péchés mignons, on va dire. Et face à Lille, il réalise une première mi-temps, peut-être sa meilleure première mi-temps de la saison. Ah, carrément, il finit avec 7 passes à la mi-temps, alors 8 passes, mais 21 points. Il a la distribution, il est très, très impactant lorsqu'il doit driver l'équipe. Il est très gestionnaire, c'est ça moi qui m'avait vraiment, vraiment plu. Et il a fait une partie quasiment parfaite. Hein. Ouais, c'est justement cet aspect du passing game qui est très intéressant, parce que c'est pas forcément ce qu'on
ce qu'on va voir de lui en premier, mais il a été très patient en première mi-temps. Il attendait beaucoup que le jeu sans ballon se développe de ses coéquipiers pour justement servir un coéquipier ouvert qui dégainait assez rapidement. Paris avait tendance à avoir parfois des joueurs qui posaient 1 ou 2 dribbles avant de prendre un tir, et là ça a été beaucoup moins le cas. C'était beaucoup de shoot en sortie d'écran, donc c'est assez intéressant, notamment pour espacer le terrain. Et ensuite, donc on a parlé de sa première mi-temps, et ensuite en deuxième mi-temps, on a vu Francisco qui a fait du Sylvain Francisco en fait, des gros tirs, de grosses actions défensives également avec des interceptions, des contres, et puis voilà aussi ces petits péchés mignons, c'est que apparemment quand il se sent trop en confiance, il en abuse peut-être un petit peu, il sent qu'il a trop de facilité pour se créer son tir, et donc il va parfois exagérer cela, mais franchement c'était on aura besoin d'un Sylvain Francisco comme ça dans les prochaines semaines si Paris veut encore croire aux playoffs. Ouais, il a montré clairement qu'il en avait en tout cas peut-être les épaules. Au-delà de ça, comme on le disait en début d'émission, Jeanne Bégarin était absent, sans Christophe Rath a dû composer avec seulement 3 joueurs pour 2 postes, avec Milan Barbic, Gauthier Denis et donc Sylvain Francisco sur les postes de meneur et arrière. Sylvain Francisco a joué 38 minutes sur cette rencontre, et ça a été plutôt impressionnant. Et c'est aussi pour ça que c'est important qu'il ait ces alternances entre vraiment de la gestion et du scoring, parce qu'il peut pas être comme tu l'as dit, jouer 38 minutes, il peut pas être pendant 38 minutes à fond en train d'essayer de faire la différence face à son adversaire, pardon. Il doit aussi pouvoir compter sur ses coéquipiers, attendre que les brèches se fassent, et c'est ce qu'il a très bien fait, et on espère qu'il pourra réitérer ça pour les prochains matchs. Alors le deuxième joueur que nous avons choisi, c'est Antoine qui s'en est occupé, et il nous a choisi pour le coup la star, en tout cas le joueur offensif, le leader offensif du Paris Basketball depuis le début de saison, Nobel Bongo Kolo. Le leader offensif qu'il est un petit peu moins en ce moment, sur les 3 derniers matchs, parce que justement pour moi je trouve qu'on est un petit peu dur avec lui depuis le match contre Aix-Maurienne. Après je pense que je suis un peu tout seul dans cette situation là, mais je vais quand même défendre mon point de vue. C'est qu'en fait je le trouve beaucoup. Ok, il est pas à droit, notamment à 3 points. Contre Antibes, il est à 0 sur 3. Mais en fait, il est beaucoup plus concerné dans le collectif de l'équipe, et ça se ressent puisque les autres joueurs se mettent en avant. Tu as parlé de Francisco, on a vu Sleva, on a vu Gauthier Denis, toujours. Il y a moins cette dépendance autour de lui, parce qu'en fait, ils se font vraiment dans la masse, ce qu'on avait tendance à oublier en début de saison où il était un petit peu nonchalant, faut pas se le cacher. C'est quelque chose qui se fond dans la masse, c'est quelque chose qu'il ne faisait pas non plus en début de saison. Non, parce qu'il se mettait dans le coin. Après l'équipe tournait pas aussi bien qu'actuellement, et ne se connaissait pas aussi bien, mais en début de saison Paris était ultra dépendant de ses performances, quelles qu'elles soient. S'il était bon, Paris avait une chance en tout cas de gagner le match, même si ça arrivait pas souvent, et à l'inverse, lorsqu'il était pas bon, il y avait très peu de chances que Paris soit vainqueur. En fait c'est ça, c'est que Nobel il peut scorer en dormant parce qu'il a un talent incroyable offensivement, et je pense qu'il a un talent, peut-être même le talent offensif, l'un des talents offensifs peut-être dans le top 3 ou le top 5 des meilleurs de Pro B, clairement, et il a clairement sa place dans des écuries supérieures, dans d'autres championnats, d'autres divisions. Mais justement, l'exemple le plus important, c'est Nantes, où 88-63, au final il met 9 points parce que ça rentre pas, mais il prend 8 rebonds, il prend 2 passes, il prend 2 interceptions. Il devient de plus en plus complet au-delà de son manque de réussite au shoot, parce que c'est vrai qu'après Antibes, pareil, ça rentre pas. Ça rentre bien contre Lille. Par contre, contre Lille, ça rentre bien. Je pense qu'on parle beaucoup de Sleva, de Francisco, mais il tourne quand même à 18 points, à 4 sur 7 ou à 3 points. Après, il fait que ça, pour le coup, il fait vraiment que de l'offensif. Alors après, moi je me souviens de cette rencontre. Nobel, il avait été vachement ciblé par la défense, très rapidement doublé par des prises à 2. Et il était obligé de lâcher le ballon très très vite, ce qu'il a fait d'ailleurs, plutôt bien. Il est de plus en plus ciblé. Il a toujours été. Mais Paris a trouvé des tirs ouverts par la suite grâce à ces prises à 2 là, où il avait la capacité plutôt facile de se libérer du doublage, pardon. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que je trouve que par rapport au début de saison, il était beaucoup il suivait le plan de jeu, mais maintenant, comme vous l'avez dit, avec le fait qu'il y ait les apports d'autres joueurs, et il peut aussi, entre guillemets, un peu se cacher, et le fait que les défenses justement se concentrent sur lui, il peut un peu, les défenseurs, à force que les autres joueurs puissent performer, ils vont se concentrer sur d'autres joueurs, il va avoir un peu plus d'espace pour lui, et maintenant il y a certaines séquences où il va se dire ok, mon équipe a besoin de moi maintenant, c'est maintenant que je dois répondre présent, et il va par exemple prendre 2-3 tirs de suite, sur les derniers matchs il les a mis, donc ce qui est très important, c'est que maintenant je pense qu'il choisit un peu plus les moments, et il sait qu'il doit à certains moments être là pour son équipe, et à d'autres
laisser les autres joueurs prendre confiance et mener Paris vers la victoire. Mais c'est vachement intéressant ce que dit Lilian, parce qu'il y a des line-up, genre ça m'a vachement interpellé contre Lille. Il y a une line-up en particulier qui est extrêmement jeune, enfin où Pratt aligne Francisco qui est très jeune, mais peu importe, même son talent, il est très jeune. Souvent c'est Barbic, Kamagaté, et il met Nobel et Amarassi, ou il met souvent les deux avec. Ou même Sleva avec. Ou Sleva avec, donc c'est une équipe qui est très jeune, et du coup, en début de saison, ça se voyait au final que les jeunes font des erreurs parce qu'ils sont jeunes et ils apprennent. Mais du fait que les jeunes progressent, il a moins justement à rattraper ses erreurs. Se tuer à la tâche, au scoring, donc à parfois gâcher un peu ses stats, on va dire les ternir. Et ça se ressent dans son jeu, justement, où le partage du ballon est beaucoup plus fluide, et même avec lui, en fait, c'est-à-dire que lui se transforme vraiment en ce leader offensif, mais qui se met en retrait, c'est-à-dire qu'il va prendre des shoots beaucoup plus intelligents, parce qu'il n'aura pas justement à nettoyer les erreurs défensives et offensives des gamins, comme il peut le faire avec Amara, par exemple. Mais ce qui fait la différence pour Nobel aussi, c'est quand il retrouve son shoot extérieur, c'est un tout autre joueur. Parce que sur les 5-6 derniers matchs, il tournait à 20% à 3 points, donc c'était vraiment très très bas. Et là, on sent que dès que son shoot est en place, ça lui ouvre des portes pour le drive, pardon. Et on le voit, même quand on voit les échauffements avant les matchs, il prend énormément de tirs à 3 points, il fait même quasiment que ça. Donc je pense que c'est vraiment un facteur important de son jeu pour qu'il puisse performer au plus haut niveau. Et puis tu parlais du drive, cette capacité à driver, c'est un joueur qui provoque énormément de fautes côté parisien. Qui n'a pas toujours les coups de sifflet. Qui n'a pas toujours les coups de sifflet, qui râle beaucoup d'ailleurs là-dessus, mais c'est un joueur justement il aide énormément Paris dans ce secteur-là pour aller chercher des lancers. Et Paris qui n'est pas maladroit dans cet exercice peut prendre des points faciles de ce côté-là. Messieurs, on va enchaîner sur le reportage d'Antoine. Alors c'est lui qui va vous en parler directement, je pense. On va en parler, c'est lui qui va le faire tout de suite d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de m'entretenir au téléphone avec Nico van den Bogerd, qui est un scout NBA, scout du Miami Heat en Europe. Donc il est chargé qui était présent notamment en match contre Aix-Maurienne à l'Accor Hotel Arena. Donc on a pu un petit peu parler de son travail. Donc au cours des différentes émissions, on abordera plusieurs sujets. Là, pour la première, je me suis un petit peu attelé à ce qu'il pensait lui en tant que scout NBA, donc extrêmement connaisseur du basket européen, du projet du Paris Basketball. Donc il était présent. Il a pas évidemment, aucun nom n'a été cité parce qu'on ne sait pas vraiment s'il était là pour des joueurs ou s'il était là en tant que fan de basket. Il a simplement pas le droit de le dire, sûrement. Sûrement, c'est surtout ça. Je pense qu'on va pas non plus lui poser des problèmes. Il a déjà été extrêmement gentil de répondre à nos questions et au final de répondre au projet. Dans un premier temps, il a vraiment parlé en fait de l'ambiance qu'il y avait à l'Accor Hotel Arena et notamment du besoin parisien d'avoir une vraie équipe, puisque Nanterre et Levallois sont en banlieue parisienne, d'avoir une équipe dans Paris Intramuros. On l'écoute. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde à Paris et région qui aime bien le basket. C'est assez populaire, je crois, en France en général. Donc voilà, il y a vraiment un besoin de créer. On sait que le Paris Basketball est une équipe extrêmement ambitieuse et elle ne le cache pas. Pour lui qui connaît le basket, qui connaît extrêmement bien le basket, notamment pour vivre à Barcelone, donc il vit à Barcelone, donc pour suivre énormément le basket espagnol. Pour lui, avant même de se focaliser sur les joueurs comme le Paris Basketball a pu le faire en mettant des gros moyens, Nobel, Amarassi, garder Francisco, faire venir les jeunes, il faut aussi se focaliser sur tout ce qu'il y a autour de l'équipe, ce que sont les infrastructures, pour justement ne pas se brûler les ailes trop vite, et on va entendre son avis. Donc il faut un peu de la patience, je crois, pour construire un projet et aussi peut-être que c'est pas toujours bon de vouloir comment se dire, être trop ambitieux. Grandir, oui, trop vite, parce que aussi la structure comme équipe, il faut l'ajuster, il faut grandir comme structure aussi, pas seulement l'équipe même, les joueurs, c'est aussi tout ce qu'il y a autour de ça, oui. Alors ça prend
aussi de temps et d'argent. S'il y a d'argent, alors je crois que ça c'est important aussi pour grandir le projet, de développer le projet. C'est pas seulement mettre d'argent dans des joueurs. Donc voilà un avis un peu après qui est clairement à débattre. Je pense qu'on verra. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous, est-ce que au final, au-delà des joueurs, est-ce qu'il faut pas aussi prendre le temps en développant les infrastructures, en développant le staff? Qu'est-ce que vous pensez un petit peu du projet parisien, notamment au-delà genre de simplement l'équipe? De toute manière, le projet tel qu'il est, c'est de produire créer un club qui va s'installer pleinement dans la vie dans le basketball français, qui va pouvoir s'intégrer en Jeep Elite dans les quelques saisons à venir. Le Paris Basketball qui affiche un objectif d'être en Jeep Elite en 2022, donc c'est dans un peu plus de 2 ans désormais, pour démarrer la saison 2022-2023 dans la nouvelle salle à Porte de la Chapelle. Donc évidemment que prendre le temps, c'est clairement la meilleure option à mon avis. Ensuite, merci Antoine. Du coup, merci à lui, avoir, on reviendra la prochaine fois sur d'autres petits aspects. C'est une petite mise en bouche, la prochaine fois il y aura beaucoup plus. Merci de nous avoir Il y aura des petites exclus. Peut-être. Merci les gars d'avoir été présents pour cette émission d'ailleurs. On va finir par les prochains matchs du Paris Basketball qui reprennent un petit peu dans longtemps quand même, une petite période de vacances pour les joueurs. Paris bien mérité après cette lourde série. Carrément, bien sûr. 4 matchs en 15 jours, quelque chose comme ça. Donc ça avait été très lourd. Les Parisiens qui en avaient gagné quand même 3. Après, avec le match à Souffel-Versheim il y a 2 semaines. Il y a un match en plus quand toute la Pro B était déjà... Voilà, avec un match en retard contre Lille. Le prochain match du Paris Basket, ça arrivera le 28 février et ce sera du côté de Vichy-Clermont, une revanche à prendre pour les Parisiens qui s'étaient inclinés à domicile. C'était en tout début de saison, ils s'étaient inclinés 90-93, un match où ils avaient été derrière globalement toute la rencontre, mais ils avaient été plus ou moins présents dans le match. Et puis ensuite, le Paris Basketball qui va enchaîner 2 matchs encore à domicile contre 2 grosses cylindrées de Pro B. 2 grosses cylindrées, pourquoi ? Parce que ce sont tout simplement les 2 premiers du championnat. Blois le 7 mars et Quimper le 10. Donc en plus, ça va être 2 matchs qui vont se jouer vraiment très rapprochés contre 2 grosses équipes qui sont plutôt performantes à l'extérieur. Messieurs, un petit mot, qu'est-ce que vous attendez vraiment de cette... Ce sera une sacrée doublette à prendre. Après, on les prendra peut-être au moment... J'ai envie de dire le plus opportun. Quimper vient de perdre pour la première fois en 2020. Blois, ils sont toujours... ils caracolent en tête depuis le début de l'année. Donc, on verra. Après, Paris, comme on l'a dit, monte en puissance. Donc, pourquoi pas ? Et on verra bien à ce moment-là. Ce sont des équipes qui fonctionnent plutôt bien à l'extérieur ces derniers temps, parce que sur leurs 5 derniers matchs, toutes les 2 en ont gagné 4 pour une seule défaite. La dynamique, elle est bonne, donc... T'es à la maison et t'as une bonne dynamique. Après, on verra ce que fait Paris contre Vichy-Clermont. Mais... Ça promettra en tout cas de belles rencontres. Ouais. On rappelle simplement que Paris s'était incliné à Blois au match aller, mais aussi à Quimper en début de saison. Et que Paris voudra au moins se mettre au niveau de ces équipes-là. Messieurs, on va clôturer ce podcast là-dessus. Je vous remercie de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci à toi. Et on se retrouve du coup très vite après ces matchs-là pour une nouvelle émission. Ciao. Salut. Sylvain Francisco à 3 points. Oh, c'est incroyable ce que nous fait Diarra. Barbic, Kamagat, Bégarin, le petit jeu à 3 des espoirs parisiens. Décidément, la jeunesse prend le pouvoir à Paris. Oh, le gros contre de Gary Florimond. Valentin Chéry qui nous fait la totale sur cette action. It's cherry time.